Sur un tapis roulant, des récipients remplis de calcaire crétacé ou de poudre de quartz passent sous des appareils invisibles censés transmettre l'information oxygène. La presse a parlé de supercherie ou de boîte à malice. Au-dessus du tapis roulant, une caisse à claire-voie en bois. Nous jetons un coup d'œil dans la lanterne magique. Un trucage permet de mettre en évidence ce qui n'est pas visible. L'énergie transmise par ce dispositif n'est pas mesurable scientifiquement. S'agit-il de fabulation ésotérique lorsque Plocher affirme qu'il peut copier des informations sur la poudre de quartz? Depuis 6 mois, nous mettons chaque jour 7 grammes de poudre Plocher. Résultat, les nuisances olfactives ont presque complètement disparu. On assiste à la formation de bulles, signe qu'il y a une activité biologique très forte. Autrefois, il n'y avait pas autant de bulles qui remontaient à la surface. Nous avons aussi constaté que la population de micro-organismes ou de petits animaux, puces d'eau, crustacés, daphnies, avait fortement augmenté. Donc ça, c'est des applications intéressantes et qui ne coûtent pas 4,3 milliards d'euros et qui permettraient de sacrément dépolluer les eaux. Hein. Sur Terre, hein, parce que aller foutre de la vie sur Mars, etc., qu'est-ce qu'on en a à branler? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici et maintenant. Qu'on arrête de détruire la vie sur Terre, qu'on arrête de raconter des chimères aux gens, qu'on arrête de leur manipuler la tête, à tel point que vous êtes tellement fait manipuler avec le spatial, monsieur, vous avez beau avoir un gros bagage scientifique, et ben vous pensez que tout ça c'est réel. Or, vous êtes un scientifique, vous êtes capable d'observer les faits, donc à ce moment-là, regardez juste le blindage de la station, regardez juste les déclarations totalement contradictoires de vos chers astronautes, de vos idoles, et puis comprenez bien que tout le travail que vous faites, vous êtes en train de le faire pour... on ne sait pas qui, mais pour aller un jour sur Mars, putain, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Que font les ingénieurs quand ils comprennent? Mais lui, il fait pas partie du complot. Lui, c'est un mec qui est dans le système, etc. Et puis, le complot, il s'appuie sur des mecs comme ça. Et il y en a plein des sociétés, des sous-traitants comme ça, qui bossent avec les agences spatiales. Ils ne prennent pas un procédé, ils le coupent en tranches, hein, et ils se disent, si je comprends chaque tranche, et ensuite je gère les flux entre ces procédés, j'ai gagné. Ben, c'est exactement le concept du projet Mélissa. Eh ben, tu vois, si tu es capable de comprendre ça, qu'on gère chaque tranche, etc., eh ben, tu es parfaitement capable de comprendre le gros complot qui te fait bouffer comme ça du globe à outrance. Ça se fait par tranche. Hein, tu vois, chez les Gilets jaunes, ça commence par acteurs de crise, ensuite au-dessus, tu as Branco, ensuite au-dessus, tu as la franc-maçonnerie, le sionisme, et puis après, au-dessus, tu as l'élite mondialiste luciférienne. Voilà. Les déchets, premier compartiment, les algues rouges, deuxième compartiment, la gestion de l'azote, troisième compartiment, et le producteur avec une serre et des algues. Et ensuite, on gère tous les flux entre ces différents procédés. Sur le papier, ok. Alors, allez déjà faire ça sur la Lune, parce que si vous voulez expérimenter ça sur Mars en espérant aller un jour sur Mars, et puis faire de la culture sur Mars, et puis pendant des mois et des mois cultiver votre bouffe, etc., eh ben, montrez déjà comment ça fonctionne sur la Lune. La Lune, elle est juste à côté, putain. C'est un saut de souris, là, par rapport à Mars. Il va bien falloir que vous vous entraîniez d'abord sur la Lune, hein, avant de vouloir retourner sur Mars. Enfin, avant de vouloir aller sur Mars, pardon. Le projet Mélissa engage une centaine Non, mais quelque part, ils en viennent de Mars. C'est pour ça qu'ils veulent y retourner. de chercheurs et une quinzaine de laboratoires en Europe. Mais son cœur est à Barcelone, où Francesc Godia essaye donc d'assembler ces différents compartiments. Donc musique de science, musique de films de science-fiction, etc. Ils font des trucs super compliqués, hyper importants, etc. Machin, ils assemblent les compartiments et tout. Ouais. Attends, sur les milliards que touche la NASA, ils filent une petite partie comme ça à leurs fournisseurs sous-traitants, genre ouais, développez-nous un truc comme ça, faites ci, faites ça, ah ouais, c'était super bien, on va s'en servir de ça, vas-y, on passe la commande. Avec cette arnaque-là, ils dépensent, allez, même pas 10% de leur budget, avec leurs sous-traitants à qui ils font croire des trucs là.
Donc par contre, les mecs, eux, ils bossent, ils développent des trucs, etc., qui pourraient avoir des applications vachement intéressantes sur Terre, mais ça, c'est réservé au spatial. Donc là, quelque part, ils sont en train de s'accaparer pour le spatial des découvertes qu'on pourrait appliquer sur Terre, mais non, ce sera pas pour les gens sur Terre, ça. Non, non, non. Ça sera pour l'espace. Hein. Puis comme ça, ils empêchent justement. Donc bref, tu comprends la technique de l'entonnoir. Et puis, ils payent les mecs là, tous leurs fournisseurs, ça leur coûte 10% du budget, hein, qui se compte en milliards. Et puis avec le reste, ils font quoi? Bah, ils te montent une petite arnaque dans un studio en payant 2-3 Thomas Pesquet, une blinde, etc., pour qu'ils gardent bien le secret, etc., tu vois. Puis comme ils sont franc-maçonnisés depuis le plus jeune âge, t'inquiète, ils sont déjà bien dressés pour garder le gros secret. Et après, avec le reste de tous les milliards, ils font quoi? Ah, bah là commence le vrai gros scientisme caché, les vraies expériences cachées, etc. Le développement d'armes secrètes, d'armes à ondes, de cloning system, d'hybridation. Et là, avec ces gros budgets-là, ils construisent des gros bunkers, des grosses bases secrètes souterraines sur Terre, dans lesquelles ils développent des vrais véhicules MHD pour un jour faire croire qu'il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre et que ça confirme toute leur cosmogonie du globe, etc. Et puis là, ils vont vous raconter une belle grosse histoire encore de nouveau. Donc, commence déjà par sortir de ton piège des acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes. Hein, tu les balayes du revers de la main et tu leur dis, vous, ça se voit, maintenant, on va en parler des acteurs de crise au sein du mouvement Gilets jaunes. Et puis ensuite, comprenez que la station spatiale, c'est une incohérence totale. Et nous devons lui fournir tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse survivre. Cet équipage, dans notre laboratoire de recherche, n'est pas composé d'humains, mais de quelques gros rats de laboratoire qui peuvent simuler la respiration d'une personne. Ils en font des expériences, hein, dis donc. Hein. Voilà, ils font pousser des salades. Alors qu'on sait faire pousser des salades depuis toujours sur Terre. Qu'est-ce qu'on se casse le cul à dépenser des milliards avec des tuyauteries, des câbles, des trucs, des machins, des fours micro-ondes là pour faire pousser leurs salades. Pour l'espace, pour Mars, mais putain. Mais quelle arnaque. Vous vous rendez compte le gâchis d'argent qui est fait? Puis en plus, elle est bonne la salade, elle est pas acide, gustativement, elle est excellente. Excellente, oula. Quel goût avait-elle en juillet 2015, lorsque pour la première fois, des astronautes mangeaient de la salade ayant poussé dans l'espace? Depuis plusieurs années maintenant, un programme de culture de végétaux existe dans l'ISS. Et les membres de l'expédition 5051, Thomas, Oleg et surtout Peggy Whitson, le poursuivent. Il est le programme... Tu vois, surtout Peggy Whitson, à chaque fois je l'appelle Hutchinson, elle. Peggy Whitson parce que c'est la femme, tu sais, alors là du coup elle se donne une image de botaniste, tu sais, c'est l'amie des plantes. Scientifique favori des astronautes. À tel point que les chercheurs ont abandonné tout agenda. D'accord, carrément. Puis on te met la petite musique, etc. quoi. Et leur laisse le soin de s'occuper des plantes comme ils l'entendent. Donc rien que de faire pousser ces petites salades, on était content d'avoir un coin de verdure, on l'entretenait, c'était surtout Peggy, parce qu'elle c'est son truc, mais on était content, c'était un peu la mascotte. Ouais, elle c'est son truc, c'est surtout qu'elle c'est son rôle. De la même manière que toi, Thomas, à la période de Noël, ton rôle c'était d'être le grand con, le benet, là, le Frenchy boy, avec son bonnet de Père Noël là sur la tête, que t'avais l'air tellement con, tellement mal à l'aise, que putain là aussi on a vu la comédie. Hein. Quand tu nous parlais de tes boîtes de conserve de luxe là, putain. Salade, on la regardait, puis après le fait qu'on la mangeait le vendredi soir, c'est sûr que c'était ça aussi, mais c'est vraiment la seule petite parcelle de vie qu'on a, et du coup ça a une importance un peu particulière. Ouais. Bah non, t'en as plein d'autres des parcelles de vie. Regarde, quand tu transpires et que tes gouttes de transpiration elles s'étalent comme ça sur les parois vu que vous faites jamais le ménage, quand t'as des micro bouts de peau, etc. Mais t'es entouré de vie en fait dans la station spatiale. Tu sais comment ça s'appelle? Des microbes. Des microbes. Comme vous êtes des microbes. Regarde comment ils sont attendrissants avec leurs feuilles de chêne, là. Oh là là, ils sont mignons, là, avec leur salade, là. Yamasa dirige le programme Veggie depuis le programme de Porte-Claire. L'un des les salades, les salades. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de nourrir des astronautes qui montent à canular depuis des décennies à des gens? Je veux dire, avec quelques souches mortes,
du feuillage, des détritus verts, etc. En creusant un trou dans la terre, tu fais de la permaculture, tu files à bouffer à tout le monde sans te faire chier à arroser, à cultiver la terre, etc. Et ça repousse, et c'est la nature. C'est un monde de malades. En s'occupant de ces fleurs, se les est vraiment appropriées. Et je peux vous dire que ça a été très important pour lui. Et quand il a eu sa première fleur, il a tweeté « Comment va votre jardin ?» Tu vois? Et les mecs, les astronautes, ils passent leur temps à tweeter. Ils tweetent, c'est-à-dire ils font une petite découverte, oh, la plante elle a bien poussé, etc. Ils envoient un tweet. Donc ça prouve bien qu'ils sont là pourquoi? Mais pour une opération de com auprès du public. Allez voir Thomas Pesquet quand il débarque du Soyouz, qu'il arrive dans la station. Il est en conférence là, par vidéo interposée. Il y a sa femme, ses parents, son frère, etc. Et puis les 4 gros pontes là de la NASA, là, les big boss. Et puis chacun à leur tour, ils leur font un petit laïus comme ça. Et il y en a un qui lui dit « Thomas, on compte sur toi pour bien exciter la jeunesse sur Twitter. » C'était sa mission. Et observez bien comment ça s'est passé quand Thomas Pesquet là, était dans sa station spatiale. Toutes les 5 minutes, il passait à la télé, il faisait des duplex avec le journal télé, il avait que ça à foutre, etc. Et puis quand il parle, il fait le spectacle. Et puis surtout quand il parle, il y a des fois, il oublie de jouer le décalage. Et du coup, ça se voit qu'il entend en direct ce connard, comme tous les autres connards d'astronautes. Voici ma première fleur de l'espace. Il l'a promenée dans toute la station. Il l'a même amenée dans la cupola. Il l'a mise au milieu de la table lors des repas. Mais pour moi, le plus révélateur, c'est que lorsque Scott et Misha ont Tu vois, on fait de la com comme ça. fêté leur 300e jour dans l'espace, Donc ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça pour que le mec qui a bossé sur un appareil et tout, pour, je sais pas, l'hydroponie, tout ça. Mais bon, ils ont dépensé des millions là pour faire pousser une pauvre plante comme ça dans leur station spatiale qui est en fait un studio de cinéma. Et puis du coup, pour que les fournisseurs, là, les sous-traitants y croient, bah, ils leur renvoient comme ça. Ah, merci Pablo, franchement ta technique elle fonctionne super bien. Regarde ça, la belle fleur qu'on a, même dans leur jardin, les gens ils en ont pas des aussi belles. Scott tenait sa fleur à la main. C'est dire l'importance qu'elle avait pour tous les deux. Putain. Et vous vous rendez compte, les mecs comme ça, qui ont bossé des journées entières, putain, pour trouver des procédés complexes, compliqués, etc., ils se font juste, putain, bananer par des acteurs comme ça. Mais je te dis, en France, on vit le même truc. T'as des grands politiciens, des grands journalistes qui ont étudié les faits, soi-disant, etc., qui sont à la pointe de la révélation des vérités, qui se font bananer la tête par des Maxime Nicole, des Drouet, qui se font passer pour des gilets jaunes et qui sont des acteurs qui ont juste manipulé tout ça depuis le départ. Donc vous voyez les Français, on est juste en lutte, la vraie guerre des peuples. Elle se fait juste contre le 1% qui cache les vérités. Si nous, les 99%, on connaît les vérités, qu'on les éclate au grand jour, qu'on en parle ouvertement, en rigolant, et qu'on se fout même de la gueule de ceux qui cherchent encore à les cacher, mais putain, ça va leur tomber sur le coin de la gueule à tous ces sales francs-macs, à tous ces manipulateurs là, qui ont monté de tels canulars à l'humanité depuis tellement longtemps. Et quand on parle de viol des consciences, monsieur Ernesto, quand on parle de viol de conscience des enfants, mais c'est ce qu'ils font, putain, regarde ça. And Scott. Pour le moral, le fait d'avoir des aliments hibou de nature plastique, voilà, salade. quand on ira sur Mars, à toucher et à manger. Comme ils sont mignons. Mais putain, ouais, c'est bien ta salade avec quoi? C'est quoi dessus? C'est du thon, c'est quoi? Mais alors là, sérieux, vos stylos qui traînent, etc. Mais rangez-moi votre chambre, les mecs là. Quand tant plus important d'avoir le goût de l'endroit. Mais tu vois, ce genre de reportage-là, ça te met dans une ambiance, tu vois. Vraiment, ça te met dans l'ambiance, la musique et tout, les images réelles, mélangées avec des images de synthèse, on te raconte une histoire, t'as pas le temps de te poser les questions, t'es fasciné, t'es comme dans un film de Walt Disney, t'es à fond dedans, etc. depuis des années, et pour toi, ça c'est le réel. Alors que tout ça, c'est un film, le Truman Show qu'on te vend. Rappelez d'où l'on vient. À bord de l'ISS, vue de la cupola. Ah oui, et puis ils font tout ça, bien sûr, toute cette arnaque du spatial, etc., pour vous rappeler d'où on vient.
Et là, ils vont commencer à vous raconter les autres fables, de vous dire que vous venez d'une autre civilisation de l'espace, que vous êtes issu de la transpermie, que vous êtes issu de la colonisation de bactéries, etc., venues de l'espace, etc., et que la vie est ailleurs, et que la vérité est ailleurs, et vas-y, ouvre-moi les X-Files. T'as vu ça, comme on piège le monde entier? Donc le Dajjal, il va arriver là-dedans. Si les gens ils se réveillent pas, mais il va péter un coup, les autres ils seront en idolâtrie. Oh, Dieu, c'est le Messie, c'est le vrai Messie. Et l'autre il rigolera comme un con. Ouais, non, sauf que en fait ce sera juste le diable en personne qui vous aura tellement manipulé la tête depuis tellement de siècles qu'il pourra carrément s'incarner sur Terre. Alors on sait pas trop comment, hein, dans un être humain ou dans une espèce de clone artificiel synthétique, et puis qui va juste vous mener dans le piège. Mais vous pouvez choisir d'en échapper de ce piège-là, si vous avez tout compris, que vous dites gloire à Dieu de nous avoir offert toutes les vérités et de nous faire comprendre jusqu'où ils étaient allés pour nous manipuler, nous, le troupeau humain de ce globe-là, qui n'est pas un globe. La Terre est omniprésente. Elle envahit le ciel. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal, parce que s'ils sont à 400 km d'altitude, s'ils n'ont pas en permanence la gueule sur la Terre, c'est qu'il y a un problème. Donc quand t'entends Chris Hadfield, là, le moustachu qui avait du mal à ouvrir son paquet de chips, là, son paquet de gâteaux au chocolat avec ses ciseaux pointus, quand il te dit que des fois il est en train de travailler comme ça dans Columbus, et puis tout d'un coup, oh, du tout petit hublot rond là, qui change de taille selon les plans, hein. Des fois il fait 4 fois la taille de la tête des astronautes, des fois il fait la même taille, des fois ça dépend, hein, s'ils sont devant le fond vert ou pas devant le fond vert. De ce petit hublot là, Chris Hadfield te raconte que il voit le globe apparaître comme ça tout d'un coup de toute sa sphéritude dans ce tout petit hublot. Mais c'est la preuve que si tu racontes ça, vous seriez à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. Donc tu m'étonnes qu'ils ont constamment la Terre à Thomas ne vider. cesse de l'observer. Mais Soi-disant. imagine-t-il, au cours de ces moments de contemplation, Ouais, qu'est-ce qu'il s'imagine dans ces moments de contemplation? Il se dit, putain la vache, si les gens savaient que je fais tout ça dans un studio et que là où les gens ont l'impression de voir la Terre avec les nuages, etc., en fait, il y a juste un fond vert. Qu'est-ce qu'il se dirait sur Thomas Pesquet, les gens? qu'un jour, la Terre ne soit plus visible de son vaisseau spatial? Peut-on simplement se projeter dans une telle situation? C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme de perdre de vue la Terre. La seule fois, c'est quand les astronautes Apollo ont fait le tour de la Lune. Voilà, et encore, c'était pas très longtemps, et puis c'était pas très loin. Là... Ah bon? Pourquoi t'y retournes pas alors sur la Lune avant de nous parler de Mars, grand con? Bande de grands malins. Et puis sur la Lune, alors ils ont été sur la Lune? Ah bon? Putain, c'est incroyable. Quand on leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont été sur la Lune ou pas, ils sont incapables de le faire. Ils griffent les murs et on croirait qu'ils sont possédés, les mecs. Et puis alors, dans ta station spatiale, c'est bourré d'incohérences. Mais alors le voyage lunaire, donc voilà, donc Thomas Pesquet, c'est bon, c'est le serpent qui se mord la queue, la NASA, l'ESA, les astronautes. On peut vraiment parler maintenant sur le fond, là, mettre les sujets sur la table en France? Parce que là, c'est capital, c'est important. Ceux qui disent « Oui, mais on en a rien à foutre de ça, ce qui nous intéresse, c'est la taxe sur le carburant au sein du mouvement Gilets jaunes et le RIC. » Ah ben ouais, mais les gars, si vous comprenez pas comment vous vous faites manipuler la tête par vos acteurs de crise, c'est parce que vous comprenez déjà pas comment vous vous faites manipuler la tête depuis Disney, la NASA, la Lune, et puis Thomas Pesquet en plein dans votre gueule, comme Maxime Nicole en train de te raconter sa vie sur la franc-maçonnerie ou les vidéos de Gabin ou je sais pas quelle connerie, tu vois. À une mission Mars, on part, et puis on va perdre de vue la Terre complètement, loin dans la distance. On n'aura même plus l'impression d'avancer parce que vis-à-vis des étoiles, on sera comme suspendu. Ce sera compliqué. Ouais, mais t'inquiète, hein, dans la station. Donc ça, image de synthèse, à nouveau, elle est belle, la libellule de l'espace, là. Donc, de nouveau. Donc ça, c'est comme chez Disney quand ils te vendaient du rêve, hein. Donc de nouveau, tu auras l'impression de ne pas avancer, etc. Bah ouais, mais dans la station spatiale, alors que vous allez à 28 000 km/h à 400 km d'altitude, bizarrement, on a l'impression aussi que vous avancez pas. Comment ça se fait, ça? C'est pas du tout normal. Et Thomas, comment tu te pousses sur du vide? Est-ce que tu pourrais nous montrer, en allant avec ta combinaison d'astronaute dans le caisson de vide de la NASA, déjà pour prouver que la combinaison fonctionne bel et bien dans le vide, et qu'elle est autonome,
Est-ce que hein, déjà ça sera bien joué. Il faudra voir ça. Et puis surtout, est-ce que tu pourrais faire une expérience où tu montres que dans le vide, hein, loin du sol, hein, loin des parois, hein, au milieu du hangar, hein, tu vois, qu'on puisse pas feinter un appui sur quoi que ce soit, juste allumer une fusée, tu sais. Bon, déjà, tu auras du mal à l'allumer parce que la combustion dans le vide, comme tu le sais, c'est pas possible. Et puis surtout pour montrer comment on fait de la poussée dans du vide, comment on pousse un objet en émettant une énergie, comment cette énergie-là, dans du vide, elle permet de pousser l'objet. Action-réaction dans du vide. Vas-y, t'as 3 heures, je te regarde. Connard de Thomas Pesquet qui a menti à la Terre entière. Au final, je me dis que la plus grosse inconnue, elle sera peut-être psychologique, le jour où on ira vers Mars. Regarde la gueule qu'il fait, parce qu'au fond de lui, il se dit la plus grosse inconnue, mais qui va devenir connue très très vite là maintenant, Thomas Pesquet. La plus grosse inconnue que vous avez, c'est comment vont réagir les gens quand ils vont comprendre que vous leur avez monté un tel canular et tout ce que ça a impliqué comme moyen financier, comme manipulation médiatique, etc. Ça, c'est la grosse inconnue, ça. Psychologiquement, comment les gens vont réagir quand ils vont prendre conscience de ce mensonge-là? Je pense que des mecs comme toi, va falloir qu'ils rasent les murs quand ils se promènent dans les rues. Ou quand ils vont sur des studios de télé, là, sur Canal+, entourés de 3 gros bras, 3 espèces de gros vigiles clonés, là, armes au poing, là. Image de synthèse. Comment l'astronaute réagira-t-il quand la Terre ne sera même plus un point dans le noir de l'espace? Ouais. Comment les astronautes réagiront-ils quand Dieu va reprendre possession de la Terre et prouver à tout le monde que tout leur canular, là, c'est fini? Mais nous, on vous le prouve déjà. Hein. Nous, quelque part, comme j'ai dit en novembre, on est là pour faire le balayage. Hein, déblayer les saletés avant que le Seigneur revienne. Jésus-Christ. Issa, fils de Marie. Pour remettre tout le monde au pas, tout le monde dans les vérités, sans... t'auras plus rien à dire, là. Ah, vous êtes des fanatiques religieux, c'est pour ça que vous croyez pas à l'espace, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Notre foi a été confirmée par notre capacité à avoir remis en question des faits en se basant sur les faits officiels et juste en les confrontant à d'autres déclarations officielles sortant de leur bouche. Et là, on s'est dit, mais les contradictions là, etc. Et on a fait les liens entre tout. Et puis, la conclusion, elle est sans bavure. La terre, la création, les oiseaux, la nature, rien d'autre. Personne ne peut répondre avec certitude à cette question. Personne ne peut vivre de manière saine et sereine et en harmonie avec lui-même et avec tout ce qui l'entoure, si on le sépare de la nature, des oiseaux, du ciel, du vert, de la verdure, des arbres. Donc tout leur délire de l'espace, etc., c'est pour préparer les humains à avoir leur consentement, à se séparer de la création. Quelque part, vous vous êtes fait préparer à suivre le diable dans son enfer. Là. Mais la vie de Charles Moss Duke compte un peu plus que les autres. À 80 ans passés, il reste l'un des derniers à avoir vu la Terre s'éloigner dans le noir du cosmos.